sommes à un peu plus de 2 mois de la présidentielle américaine. La campagne entre dans le vif du sujet en cette fin d'été. Sera-t-elle féroce? On va en parler avec André Caspi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Votre dernier livre, sorti l'an dernier, La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, aux éditions de l'Observatoire. Et puis avec nous depuis New York, notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonsoir à vous aussi, Elisabeth. Vous avez suivi cette semaine depuis le Delaware la Convention démocrate, une convention démocrate virtuelle. Merci à vous deux d'être avec nous. Les démocrates ont donc officialisé les candidatures de Joe Biden et de Kamala Harris pour la présidentielle. Ça sonne le début officiel du duel avec le sortant, Donald Trump. Elisabeth, vous qui avez suivi ça, quelle était l'ambiance sur place ? Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'ambiance puisque justement c'est une convention en format complètement nouveau, plutôt réussi d'ailleurs, hein, pas de problème technique et tant mieux, c'est le soulagement côté démocrate, sinon on n'aurait retenu que les problèmes techniques de cette convention. C'était très calme, vous savez, ça a commencé à Milwaukee dans le Wisconsin, ça a fini à Wilmington dans le Delaware, mais il n'y avait pratiquement personne, puisqu'il n'y avait pas de délégués sur place. Tout a été virtuel. Kamala Harris et Joe Biden étaient à Wilmington, donc le fief de Joe Biden. Il y habite depuis 67 ans. Il y avait quelques trublions pro-Trump dans les rues, mais pas vraiment de supporters pro-Biden. Donc c'était calme. Mais encore une fois, cette convention, on peut dire qu'elle a été plutôt réussie. Côté technique, le message aussi, on a vu une famille démocrate plutôt unie. L'aile gauche a été maîtrisée. Bernie Sanders a joué le jeu de l'unité, plus qu'en 2016 face à Hillary Clinton. Donc on peut dire que c'est plutôt réussi, mais il n'y avait pas une ambiance particulière, sauf un feu d'artifice et quelques supporters qui avaient le droit d'être en voiture pour regarder cette convention. On s'en doute, en effet. André Caspi, Biden-Harris, c'est un bon attelage en vue de cette présidentielle dans 2 mois ? Oui, écoutez, c'est difficile de dire à l'avance. Joe Biden, c'est quand même le candidat le plus âgé dans l'histoire des États-Unis pour les présidentielles. Il a 77 ans. D'un autre côté, Kamala Harris est sénatrice de Californie. Elle est plus jeune que lui. Elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, hein. Bon, disons que dans l'ensemble, c'est un bon attelage pour dire les choses. Je ne sens pas plus emballé que ça. Non, parce que ce que je crois, c'est que le Parti démocrate, finalement, est plus divisé qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a quand même une aile gauche au Parti démocrate qui réclame un certain nombre de mesures pour lesquelles Joe Biden n'est pas spécialement favorable. Par exemple... Il a effectué un petit virage, il était plutôt centriste, il est parti un peu plus sur sa gauche pour convaincre... Le but essentiel des démocrates aujourd'hui, c'est de chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Là-dessus, tous les démocrates sont d'accord. Alors, on va écouter un extrait de cette allocution d'un peu plus de 20 minutes, directe et enlevée. Joe Biden a appelé, comme vous le disiez, à surmonter la période sombre de la présidence Trump. On l'écoute. L'actuel président a drapé l'Amérique dans les ténèbres bien trop longtemps. Trop de colère, trop de crainte, trop de division. Ici et maintenant, je vous le promets, si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière et pas des ténèbres. L'heure est venue pour nous le peuple, de nous rassembler. Bon, je vous regardais, vous avez l'air très sceptique quand vous l'écoutez. Non, c'est-à-dire que c'est l'éloquence ou la rhétorique qui me paraissent un peu excessive. Hein. La lumière, les ténèbres, bon, d'accord, c'est très bien dans un discours électoral, mais enfin, quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que ça ne correspond pas à grand-chose. En tout cas, il a passé l'obstacle sans accroc. Elisabeth, c'est le soulagement pour ses partisans ? Oui, ses partisans, effectivement, avaient peur qu'il y ait des gaffes, qu'il y ait tant de pauses, des accros. C'est le discours le plus important de la carrière de Joe Biden. Hein. Ça fait plus de 30 ans qu'il attendait de le prononcer et il a plutôt réussi. C'était un discours solide. Maintenant, c'est un discours... certes, il y avait les mots éloquents, mais qui manquait un peu de passion. Il a été un peu dépassé par les Obama, Michelle et Barack Obama. Là, ce sont des discours qui ont été très commentés. Michelle Obama a suscité plus de 7,5 millions d'interactions sur les réseaux sociaux, 5 fois plus que le discours de son mari et 5 fois plus que celui de Joe Biden. Donc, ça manquait forcément un peu de passion. Il n'a pas l'éloquence des Obama, Joe Biden. André Caspi, à quoi ressembleraient les États-Unis sous la présidence de Joe Biden? En gros, c'est quoi son programme? Écoutez, c'est toujours très difficile de prévoir l'avenir. J'ai tendance personnellement à prévoir le passé. Mais en ce qui concerne l'avenir, ce que je crois, c'est que les démocrates sont divisés.
Il y a d'un côté une majorité qui suit Joe Biden et de l'autre côté, il y a une minorité agissante qui est plutôt favorable à des mesures beaucoup plus gauchistes, pourrait-on dire, c'est-à-dire cesser d'alimenter les fonds qui vont à la police, ouvrir davantage les universités, élargir le système de santé, toutes choses que Joe Biden n'est pas prêt à faire. Ce qui veut donc dire que c'est une unité de façade, c'est ça que vous nous dites? C'est-à-dire que l'élection de Joe Biden, ça sera certainement une grande satisfaction pour l'électorat démocrate parce que ça voudra dire que Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche. Mais à partir de ce moment-là, commenceront les difficultés, précisément parce que le Parti démocrate n'est pas homogène. C'est cela la grande différence. Alors face à Joe Biden, vous l'avez évoqué, Donald Trump, il a prévenu, il n'aime pas perdre. Alors, on n'a pas cet extrait de Donald Trump, mais il disait très clairement qu'il n'aime pas perdre. Il a un petit peu prévenu. C'est un scénario sur lequel, à Washington, on travaille. Elisabeth Guedel, est-ce qu'il peut en effet perdre et refuser de s'en aller ? Écoutez, en tout cas, il le dit, hein, c'est incroyable d'avoir un président en exercice. Il dit, je réfléchis à la réaction que je vais avoir au résultat du scrutin présidentiel. Sous-entendu, ce sera un bon résultat si je suis réélu, mais il y aura des fraudes si je ne suis pas réélu, surtout si le résultat est serré. C'est absolument incroyable d'entendre ça aux États-Unis, mais c'est une vraie menace. On l'a entendu déjà en 2016, c'est beaucoup plus sérieux encore aujourd'hui. Puis on voit toute la polémique avec le vote par correspondance, cette difficulté avec la poste américaine. Ce n'est pas encore réglé, hein. La Chambre des représentants vient de renflouer les caisses, vient d'adopter un projet de loi de 25 milliards de dollars pour la poste américaine, mais le Sénat va certainement pas passer ce projet de loi. Il y a des retards considérables à la poste américaine et Donald Trump, en tout cas, lutte contre le vote par correspondance qui est pourtant crucial aux États-Unis, particulièrement en période de pandémie. André Caspi, c'est un risque que vous prenez au sérieux? Donald Trump perd, il ne part pas, il refuse de quitter le pouvoir. C'est-à-dire que le risque, c'est d'abord que l'on ne connaisse pas les résultats des élections présidentielles le soir du 3 novembre, précisément à cause du vote par correspondance. Supposez que vous votiez par correspondance, vous avez le droit, bien entendu, de le faire dans bon nombre d'États, puisque les 3/4 des Américains aujourd'hui annoncent qu'ils vont voter par correspondance. Et par conséquent, ils peuvent envoyer leur bulletin de vote, et ils doivent l'envoyer avant le 3 novembre. Mais le bulletin de vote, il arrive ou il n'arrive pas avant le 3. Par conséquent, s'il arrive après le 3, il faut malgré tout en tenir compte. Ce qui veut donc dire que pendant plusieurs jours, les résultats seront incertains. Et rappelez-vous, les élections présidentielles de l'an 2000, lorsque George Bush s'opposait à Al Gore, il a fallu des semaines et des semaines pour avoir les résultats définitifs, et c'est finalement la Cour suprême qui a tranché par 5 voix contre 4. Donc on peut en effet... Donc c'est plutôt ce scénario-là que vous pourriez imaginer, c'est pas... Alors peut-être pas d'aller jusqu'à la Cour suprême, mais peut-être, au fond c'est pas exclu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le 3 novembre, il y aura des contestations. Et quand il y a des contestations aux États-Unis, c'est interminable. Alors il y a un autre risque pour cette élection, c'est celui de l'ingérence. On l'a vu en 2016. Le renseignement américain dit que l'Iran et la Chine œuvrent contre la réélection de Donald Trump, la Russie pour, etc. Est-ce que c'est une élection qui sera fiable ? Écoutez, en ce qui concerne les ingérences étrangères, il est vraisemblable qu'il y en aura d'une manière ou de l'autre. Le problème, c'est de savoir quelle sera leur influence, c'est-à-dire dans quelle mesure elles agiront sur les résultats électoraux. Alors, moi, je ne crois pas que les influences étrangères soient à ce point déterminantes, mais elles existent. Elles existent aux États-Unis, je précise, mais elles existent aussi dans d'autres démocraties. Il ne faut pas sous-estimer le poids des médias et en particulier des réseaux sociaux qui agissent de l'étranger en direction des démocraties. Alors, Elisabeth l'évoquait tout à l'heure, son intervention a retenu l'attention. Jusqu'ici, il s'était retenu même de nommer Donald Trump. Barack Obama a cette fois lâché les coups en direct. Une telle charge de la part d'un ancien président envers un autre est très rare. Motif invoqué, cette virulence, la démocratie américaine en danger. Donald Trump n'a pas progressé dans son poste parce qu'il n'en est pas capable. Les conséquences de cet échec sont graves. 170 000 Américains morts, des millions d'emplois perdus, nos pires instincts libérés, notre glorieuse réputation autour du monde grandement ternie,
Et nos institutions démocratiques menacées comme jamais. La démocratie américaine est-elle en effet en danger, comme le disaient les démocrates? Je crois que Barack Obama exagère un peu lorsqu'il attribue à Donald Trump les 170 000 morts du coronavirus. Parce que c'est vrai que l'épidémie n'a pas été très bien gérée aux États-Unis. On pourrait dire d'ailleurs la même chose dans beaucoup d'autres pays. Mais Donald Trump n'est pas responsable des 170 000 morts. Mais si on prend l'image plus large, pas juste la pandémie. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, la société américaine est fracturée. Elle est fracturée en deux camps. Et deux camps qui ne peuvent pas s'entendre. Alors que jusqu'à maintenant, ce qui faisait la caractéristique du système américain, c'est que les camps opposés trouvaient des modus vivendi, c'est-à-dire ils arrivaient à trouver des voies moyennes. Aujourd'hui, c'est impossible. Les uns détestent les autres et les uns veulent chasser les autres. Alors le résultat, évidemment, c'est que la démocratie fonctionne mal. Elisabeth, est-ce que vous diriez, vous, des États-Unis, que les institutions américaines prouvent leur solidité pendant la présidence Trump, d'un mot? Oui, elles ont bien résisté. On l'a vu notamment avec la Cour suprême. On avait dit qu'une Cour suprême à majorité conservatrice, ce serait la fin de tout un programme démocrate. La Cour suprême a donné plusieurs décisions, a démontré son indépendance. Elle est restée indépendante de Donald Trump. Donc il y a une résistance, malgré tout, des institutions américaines assez remarquable. Alors Hillary Clinton a mis en garde les candidats de 2020. Elle s'était retrouvée dans une situation similaire à celle de Joe Biden dans les sondages. Les sondages sont plutôt favorables à Joe Biden, mais est-ce qu'il faut se méfier en effet? C'est-à-dire qu'au fond, Hillary Clinton aujourd'hui, c'est un peu le passé, hein. Donc il ne faut pas non plus... Mais est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'elle a raison, d'un mot, quand elle dit qu'il faut se méfier? C'est-à-dire, je pense qu'elle n'a pas tout à fait raison, mais enfin, elle n'a pas non plus tout à fait tort, parce qu'en effet, les institutions américaines sont menacées par cette paralysie que j'évoquais tout à l'heure. Mais votre correspondante a raison de dire que la Cour suprême est là pour maintenir un juste équilibre entre l'exécutif et le législatif et pour maintenir aussi la légalité des élections présidentielles. Merci beaucoup André Caspi d'avoir été avec nous. Merci Elisabeth depuis New York. Et puis on aura l'occasion de reparler de cette élection au programme la Convention républicaine qui démarre demain. Et puis l'élection, c'est le 3 novembre prochain. Merci à vous deux.